Bonjour et bienvenue dans Côté Château, votre émission sur les terroirs de Nouvelle-Aquitaine avec Sébastien Delalot. Je vous propose un numéro spécial vigneron indépendant. Ils devaient tenir leur salon à Bordeaux-Lac au Parc des Expositions, mais pour cause de coronavirus, ce salon a été reporté. Néanmoins, je vous propose de les découvrir dans leur propriété. Allez, entrez dans ces rangs de vignes. Côté Château, c'est chez vous. On va retrouver Romain et Guillaume, deux jeunes vignerons indépendants nouvellement installés ici à la tête du château Vieux-Larmande. Bonjour Romain, bonjour Guillaume. Alors dites-nous, c'est un château avant tout familial. Tout à fait, c'est un château familial. Guillaume et moi, on est la 6e génération. Nos grands-parents, grand-mère et grand-père avaient chacun un domaine familial. Vieux Château Pelletan à Saint-Christophe-des-Bardes et Château Vieux-Larmande à Saint-Émilion. Et c'est notre grand-père en fait, qui lui est vraiment un peu un des pionniers. Il est sorti de la cave coopérative fin des années 60 et du coup a décidé de cultiver sa vigne lui-même. Enfin, ça il le faisait déjà, mais vendre son vin lui-même et vinifier son vin. Alors c'est quoi être vigneron indépendant? C'est une philosophie, c'est avant tout être libre? Déjà vous avez le fait que le viticulteur va directement cultiver sa terre, son terroir, sa vigne. Ensuite, vous avez également le fait que le viticulteur va réaliser l'ensemble des étapes de vinification lui-même. Et ensuite, vous avez toutes les étapes de commercialisation, c'est-à-dire que le viticulteur va vendre lui-même son vin et va faire connaître effectivement sa passion auprès du public. C'est ça, c'est une rencontre directe avec le consommateur, une vente directe lors de salons. Tout à fait. Nous, on vend une grande partie de notre production à la vente directe aux particuliers, notamment par le biais des salons. On fait quasiment tous les salons des vignerons indépendants de France. Et c'est vraiment une réelle valeur ajoutée pour nous. Nos clients qu'on rencontre sur les salons sont nos meilleurs commerciaux. Et puis voilà, c'est du bouche à oreille. C'est comme ça qu'on avance. Alors moi, je vous propose d'aller voir tout de suite ce que vous faites dans vos chais. Alors Romain, dites-nous, c'est tout de même pas une énorme propriété. C'est pas clinquant ici. Non, on est une petite propriété familiale. On accueille toute l'année des touristes au Saint-Émilion. Et le but, c'est d'accueillir les gens d'une manière conviviale et de leur faire découvrir un peu notre savoir-faire, notre passion. Alors là, dites-nous, on se retrouve dans le fameux chai à barrique. Tout à fait. Donc là, ici, on est dans le chai à barrique du château Vieux-Larmande, où également ici, on a un espace d'accueil. Vous avez la table aromatique du château Vieux-Larmande, donc effectivement que nous avons créé et mis en place cette année. Là, l'idée, c'est vraiment de poser des mots sur les sensations, c'est-à-dire le visiteur aura la possibilité, donc notamment avec 4 arômes différents, de pouvoir percevoir les différents arômes qu'ils pourront retrouver dans les vins notamment les vins de Saint-Émilion. En soulevant ses couvercles. Tout à fait. Là, vous avez 4 senteurs ici présentés ici, où là, la particularité de ces senteurs-là, le visiteur pourra directement retrouver 4 étapes fondamentales qui vont intervenir lors de l'élaboration des vins. Alors, vous avez différentes senteurs, effectivement. Vous avez les odeurs, effectivement, de terre, donc qui pourraient rappeler un petit peu le terroir. Après, également, vous avez la perception olfactive par rapport aux fruits, au sucre des vendanges. Voilà, et puis après, vous avez également d'autres arômes. Ça sera après aux visiteurs de découvrir eux-mêmes. Toujours une grosse proportion de merlot, qui est le cépage roi à Saint-Émilion. Cépagement vraiment moyen, typique de l'appellation. Alors ce salon des vignerons indépendants a été reporté, il devait se tenir les 13, 14 et 15 mars. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, d'apprendre cette nouvelle que nous a dite Cédric Coubris sur le plateau de France 3 Aquitaine? On va dire qu'on n'a pas été surpris non plus, vu la conjoncture liée à ce virus. Je pense que c'est un bien de le reporter, puisque est-ce qu'on aurait eu du monde, je ne sais pas. Et pour faire plus ample connaissance avec Cédric Coubris, qui est non seulement président, mais aussi vigneron indépendant lui-même, et qui tient une propriété familiale depuis une centaine d'années, je vous propose d'aller le retrouver tout de suite à Moulis, en Médoc. Je m'appelle Cédric Coubris, j'exploite le château La Mouline avec mon frère Jean-Christophe Coubris. Le château La Mouline a été acheté par mon arrière-arrière-grand-père le 20 juin 1920 au vicomte de Courcelles. C'est situé à Moulis, en plein cœur du Haut-Médoc, à 30 km au nord de Bordeaux.
Le château La Mouline tient son nom car on est situé entre un moulin à eau et un moulin à vent, dont le nom de la terre qui s'appelle La Mouline. Et le domaine de La Mouline a été transformé en château La Mouline pour pouvoir exploiter l'ensemble de nos vins. Vous êtes en train de faire quoi là? Du sécaillage, de changer piqué entre les piquetés. Ça c'est pour éviter que lorsque la machine va passer qu'on casse les pieds. C'est ça, et pour pas emmener le fil aussi. Les fils. La taille de la vigne est terminée chez nous depuis 15 jours, donc chez mes collègues je sais qu'ils sont sur les dernières parcelles. Il faut que là d'ici mi-mars tout soit terminé. On a fait le nouage, on a attaché, maintenant on est sur le pliage pour certaines parcelles et la fin du sécaillage pour les dernières avant que la végétation commence à arriver. C'est l'album de famille, mon arrière-arrière-grand-père. C'est ce monsieur, Jean-Ismaël Lasserre, qui a acheté la propriété au vicomte de Courcelles. Malheureusement, il n'en a pas profité longtemps, puisqu'en 1922, il est décédé, et c'est son fils Jean-André qui l'a succédé. C'est lui qui a été classé prébourgeois en 1932. Et c'est sa fille Madeleine qui est encore en vie à ce jour. Ma grand-mère va fêter ses 99 ans le 11 mars. Et elle a épousé Jean Coubris. Jean Coubris qui est mon grand-père. Donc Jean Coubris, c'est ce monsieur qui était éleveur d'agneaux. C'était sa passion, c'était vraiment l'élevage, les agneaux. Donc il a un peu mis de côté le vin. Quand mon père l'a hérité en 1981, il restait que 4 hectares de vignes comme au départ, avec Jean-Ismaël. Donc mon père, lui, avait une autre profession, il était avocat. Donc à eux deux, ils se sont occupés de la propriété à partir de 1981. Et très vite, on est monté à 15 hectares en 87. J'ai la chance, justement, grâce aux restructurations que mon père a fait fin 90, où on a fait une salle de dégustation chez Abaric, une salle de mariage. Avec mon épouse Marie-Pierre, on s'est mariés sur la propriété en 2001. Mon père nous a appris la valeur de l'argent. Donc, si on voulait de l'argent de poche pour sortir, aller au cinéma ou s'amuser avec les copains, il fallait travailler. Donc, les week-ends et les vacances, avec mon frère, on les a passés sur le domaine, à faire des commandes, à laver les culs, à connaître le métier. Moi, j'ai fait, comme mon papa, comme mon frère d'ailleurs, une fac de droit, mais j'ai très vite compris que c'était pas mon truc. Je suis parti en école de commerce. Et mon frère a continué le droit. En 2001, je suis revenu sur le domaine où je m'en occupe et de 17 hectares, on l'a poussé à 20 hectares de vignes sur les 25 hectares de propriété. On est ravis sur la propriété et je pense, comme beaucoup de mes collègues, où 2019 va rentrer comme 7e millésime exceptionnel de ce 21e siècle. On l'a dans le verre, après 3 mois de barrique, on va avoir un millésime avec une très belle structure, une très belle charpente et un très joli fruit. Ça a demandé beaucoup de travail à toutes nos équipes, travail au niveau des épamperages, des relevages, des feuillages, pour arriver, c'est vrai, à vraiment un très beau produit 2019. Alors, entre nous, dans le verre, est-ce qu'il y a quelque chose qui distingue un vigneron classique d'un vigneron indépendant? Sa passion, à chaque fois, c'est des pépites dans les yeux, tout simplement parce qu'on est des artisans du vin. Donc après, non, il n'y a pas de différence, mais le vigneron indépendant, on est une famille de cœur. On est une famille où on donne notre cœur, on donne notre passion, on donne notre âme et on n'est pas jaloux de notre collègue, notre voisin. On va apprendre de ce qu'il a à nous apporter et inversement, on va lui apporter lui-même où il a des difficultés et ce qui fait notre grande famille. On a le fruit qui est déjà très explosif, donc je ne pense pas qu'il va falloir toucher grand-chose. On se retrouve en charmante compagnie avec Dominique Doublet, la propriétaire du château Vignol. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-Pierre. Alors dites-nous, ce château, c'est une magnifique demeure qui ressemble un petit peu à ces villas de Louisiane. Effectivement, c'est un charme fou qui nous a conduits ici depuis fort longtemps maintenant. Plus de 70 ans ici, même si ce n'est pas directement pour moi. Cette maison a une histoire très, très riche. Ce fut d'abord Vignol, un lieu privilégié pour la vigne depuis le Moyen-Âge. Puis cette demeure a été anoblie sous Montesquieu, puisque c'était notre voisin, excellent vigneron et qui appréciait aussi ce terroir. Ensuite, cette demeure a été anoblie par des navigateurs qui avaient
envie de rajouter cette architecture exotique à ces lieux traditionnels du Bordelais. En tant que vigneronne, est-ce que ça a été difficile de s'imposer au démarrage comme une femme dans ces salons de vignerons indépendants? En fait, je pense que ça a été un atout pour moi. Je suis l'épouse d'un vigneron, j'ai été gagnée par cette passion et je suis arrivée sur les salons avec l'envie de faire partager cette passion. Et effectivement, au début, peut-être me regardait-on avec un regard plutôt amusé, mais je crois que la conviction fait beaucoup, et en particulier lorsque je parle de l'entre-deux-mer. Les gens pouvaient être sceptiques, mais très vite, j'ai su convaincre, peut-être par la force de ma croyance. Aujourd'hui, c'est un domaine que vous managez et que vous tenez avec vos 2 fils? Tout à fait, j'ai la chance, nous avons la chance d'avoir 2 fils qui ont voulu, qui ont tenu à partager cette même passion, ce même engagement. Je dois dire que la vigne ou ce lieu est un lieu de vie, donc on aime partager et cet amour des plantes, de la nature, des arômes, des fleurs, de la vigne, et c'est une profession aussi. Et donc avec eux, on peut complexifier les choses. Et tout ça, ça se traduit aussi finalement dans la bouteille, puisque quand les gens viennent sur votre salon, ils sont assez étonnés que vous ayez une gamme assez remarquable. Exactement. Donc je vous ai dit, nous aimons la nature, nous aimons aussi les sols. Mon mari, souvent, chaque fois, quand il voit un terroir, il goûte les sols, il aime, il a envie d'avoir quelque chose, un rapport avec ce sol. Nos enfants de même. Et ils ont acheté il y a 10 ans maintenant un petit terroir à Saint-Émilion. Et l'objectif, c'est chaque fois de faire éclore le plus de saveurs possible, le plus de finesse, d'harmonie. Et là, par exemple, sur ce blanc d'entre-deux-mer que vous faites ici, c'est sur quel type de terroir et qu'est-ce que il y a comme type de cépage dans la bouteille? 4 cépages. Donc 4 cépages, oui, c'est vrai, le Sauvignon est fragile, oui, c'est vrai, le Sauvignon gris l'est aussi, mais quelle saveur il donne. La muscadelle aussi est fragile, mais elle a un goût incomparable, une finale de bouche incomparable. Le sémillon, bien sûr, le corps est là. Donc ces 4 cépages, nous y tenons beaucoup et nous les travaillons chacun de manière à ce qu'ils s'unissent d'une manière le plus goûteuse, friande, amicale possible. Parmi les autres figures féminines de ces vigneronnes indépendantes, je vous propose de rencontrer Christine Nadalier, qui est aussi copropriétaire des tonnelleries Nadalier. Bonjour Jean-Pierre, bienvenue au château Beau-Rivage et Clos-la-Bohème. Voilà, je suis œnologue et j'ai aussi une entreprise familiale de tonnellerie. Et j'avais commencé à travailler à la tonnellerie en tant que commercial. Et là, ma vocation, c'était vraiment l'œnologie, ça me manquait. Donc j'ai suggéré à mon père qu'il fallait que l'on fasse des essais grandeur nature sur nos produits. Et nous avons acheté cette propriété, Château Beau-Rivage, en 1995. Donc étant Bordeaux dans le Médoc, c'était compliqué. Parce que pour le Médoc, j'étais en Bordeaux. Pour le Bordeaux, j'étais en Médoc. Et j'avais déjà visité un salon des vignerons indépendants et j'avais trouvé cette famille formidable qui réunissait tous les... Pour moi, c'était les petits vignerons de France. Donc nous voilà dans mon chai à barriques. Donc forcément, j'utilise les meilleures barriques du monde. Tout mon vin a été levé en barrique au moins de 2 ans. Je suis passée en bio en 2008. J'avais trouvé que le bio, ça nous forçait à mieux connaître la nature, à être plus attentif. Sachant que dans le Médoc, c'est compliqué de faire du bio, hein, il pleut 900 mm par an. Maintenant, on va pouvoir entonner vendredi. On a fait notre produit, on a fait notre vin, on a fait le marketing, on a créé les étiquettes et après on va le vendre. On prend la route et on a le contact avec les clients, avec les importateurs. Celle-ci fait partie donc de notre gamme biodynamie et donc en fonction du jour de production, ça peut avoir une incidence sur le vin. C'est réduit ça, il va falloir s'en occuper. C'est un super millésime, fruité, puissant, mais tout en souplesse. La douelle. Donc ça c'est une douelle qui a séché 2 à 3 ans à l'air libre à l'extérieur.
Donc quand on va l'usiner, on va sortir les parties sales, on va dire, qui ont eu les micro-organismes. Donc voilà le résultat. La douelle a été nettoyée. Là, elle est plus large qu'ici. Ça va être pour le jointage. Et elle est un peu plus concave et convexe. Là, ils sont en train de monter la barrique en rost, mais de manière traditionnelle. Donc mon grand-père montait comme ça, mon père le montait comme ça, mes frères le montaient comme ça. Et c'est super délicat, il faut trouver le point d'équilibre pour tenir le cercle. Moi j'ai essayé, mais ça fait super mal au poignet. Il faut avoir quand même la technique. C'est pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Donc on amène de l'eau chaude et de la pression d'air. Donc ça va gonfler. Ah, c'est la caverne d'Ali Baba. Oui, là c'est le stock. Nous sommes obligés d'avoir un bon stock, grand stock, pour toutes les expéditions vers les États-Unis. Comme à peu près un tiers de notre production est importée aussi par les États-Unis, mais qui vont prendre des flux plutôt en mai, juin, juillet. On est obligé d'anticiper la production et de les garder en stock. Nous, on est en progression. Je crois que la tonnellerie française aussi en général. Mais le type de produit a changé. Autrefois, on allait faire plus de chauffe forte, par exemple. Maintenant, c'est beaucoup plus de la chauffe légère et longue, légère, pour respecter le fruit du vin. Et honnêtement, je crois que je ne sais pas faire de vin sans fût. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, dans la barrique, et j'ai trouvé vraiment le métier qui me va et qui me permet d'utiliser ce souvenir d'enfance que j'ai en permanence, quoi. Bonjour Daniel, comment ça va? Ça va, c'est une année pas comme les autres, quoi. Vous avez été pionnier en organisant les tout premiers salons de Bordeaux. C'était il y a combien de temps? C'était il y a plus de 25 ans. Jamais il n'aurait imaginé que ce concept aurait pu prendre tant de place, de volume et d'importance dans la vie économique des vignerons de France. On était associés avec un salon du tourisme et on avait quelques stands, je dirais une quarantaine. Et le salon du tourisme associé avec nous n'a tenu le coup qu'une année. Et après on s'est retrouvés seuls et c'est là qu'on a dit on va développer. Oui, 350 exposants venus de toute la France. Les Bourguignons me disent oh là là, Bordeaux c'est formidable, les Bordelais adorent le Bourgogne, les rosés de Provence, le Champagne, la vallée du Rhône, enfin partout. En fait, ce qui fait le succès de ces vignerons, de ce salon des vignerons indépendants, c'est surtout la diversité des terroirs. On y trouve toute la France. Je crois que c'est un peu unique au monde parce qu'on trouve tous les vins de France, un Pomerol et un Châteauneuf-du-Pape. Et tout d'un coup, on veut découvrir les côtes de Tongue, les coteaux du Marmandais ou les coteaux du Brullois, quoi. Il y a des bons vins partout aujourd'hui. Je sais, pour être moi-même amateur, qu'au niveau qualitatif, jamais on a été aussi bon. Cet échange avec le consommateur entre le consommateur et le vigneron est la clé de voûte du salon. Et c'est ça qui attire les jeunes, qui attire les vieux, comme vous dites, qui attire tout le monde. Et qu'on voit facilement sur le salon de Bordeaux 1 million de bouteilles quitter le hall pour aller via des petits caddies ou des coffres de voiture abonder les caves de nos visiteurs. Et Daniel Mouty, c'est aussi un vigneron. Et ce qu'on va faire, Daniel, on va découvrir la famille et les vins de Daniel Mouty. Oui, absolument. Ce sont mes enfants aujourd'hui qui ont repris les rênes de cette exploitation viticole, qui est plutôt en expansion. Depuis 1923, où mon grand-père a acquis les premiers vignobles, voilà un siècle. Alors Daniel, là on rencontre la famille. Bonjour. Mon épouse, Françoise Mouty, Bertrand Mouty, mon fils, et Sabine Mouty, qui est en charge de grands enfants et qui n'a pas pu être là maintenant. La relève est assurée. Oui, on espère, on fait tout pour, on le fait surtout par passion, mais oui, nous espérons faire tout au mieux. Françoise, qu'est-ce que vous allez nous faire déguster? Alors, en premier, moi je vous proposerai, parce que ça j'adore, c'est le rosé. Le rosé méthode provençale, c'est-à-dire que c'est pas une saignée comme il se fait couramment en bordelais.
Donc le fruit, la couleur claire, voilà. Et après, on a quelque chose d'atypique, c'est un chardonnay. Chardonnay à Bordeaux, c'est très rare. Quand vous avez démarré les vignerons indépendants, vous ne faisiez pas du chardonnay, vous ne faisiez pas vraiment de rosé, si? Alors la chance que j'ai, moi, c'est que justement, en présentant mes enfants, c'est une génération qui arrive avec de l'innovation. Quand Bertrand est rentré de ses études d'ingénieur à Paris, je revois la scène, il me dit « Papa, là, on va planter du chardonnay ». Alors, au début, un petit mouvement de surprise, et alors qu'en fait, c'est une excellente idée. Ce sont des vins qui ne sont pas d'AOC, mais la diversité en Bordelais a toujours existé. Ces nouveaux goûts des consommateurs, on sent qu'il y a quelque peu un petit désamour à Bordeaux sur les vins traditionnels, et c'est pour ça qu'aussi il faut aller chercher le consommateur que vous l'épatiez finalement. Oui, je dirais pas un désamour, mais peut-être une lassitude, comme toutes les choses qui sont un peu anciennes. Moi, j'aime me dire qu'on fait des pommerolles, des Saint-Émilion très classiques de la meilleure façon, bien sûr. Mais à côté de ça, ça n'empêche pas de faire des choses un peu différentes, qui élargissent un peu les plaisirs et les styles. Ce chardonnay 100%, en fait, c'est un vin que j'ai créé en hommage pour le coup au Grand Bourgogne, qui est un blanc sec bien entendu, mais qui a à la fois la fraîcheur et la rondeur, l'idée étant de faire quelque chose de vraiment équilibré à ce niveau-là, mais qu'on n'a jamais bizarrement exploité trop chez nous, alors qu'on a les sols pour moi qui peuvent le permettre, mais par tradition, on fait des rouges sur les sols calcaires en particulier. Et puis vous avez aussi toute une gamme de vins plus traditionnels de Bordeaux. Qu'est-ce que, en général, les consommateurs, les clients recherchent dans les vins plus typiques du Bordelais? On a la sensation que quand les gens voient un panneau Pomerol Saint-Émilion Grand Cru, déjà, bon, il y a une petite attirance. Cette diversité, elle est très liée à la gastronomie. Ça veut dire, vous avez vu, chaque fois que j'ai parlé d'une bouteille, je l'ai associée à un plat. Moi, s'il y a un bon pigeonneau avec une petite sauce, pas à la truffe, mais pourquoi pas, et avec un verre de Pomerol de 5-6 ans, pour moi, c'est le Graal. À l'arrivée, c'est que le verre de vin qu'on va servir, il coupe la conversation. Ah, tu nous gâtes, qu'est-ce qu'il est bon. Voilà, c'est ça. Avoir un métier qui finit sur une table un soir de fête et de participer à la joie de vivre des gens, mais quel bonheur. C'est le Graal. Voilà, le vin, la gastronomie, c'est finalement le patrimoine bien français qui nous tient tous au cœur. Ainsi se termine ce numéro spécial de Côté Château sur les vignerons indépendants. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau terroir de Nouvelle-Aquitaine.